Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour Lundi Sport. Le plaisir est toujours renouvelé. On est très heureux de vous retrouver sur la chaîne qui rassemble. Alors tout de suite, le sommaire. Notre champion olympique Cissé Cheikh Salah Junior est de retour à Abidjan après sa belle performance en Arabie Saoudite où il a décroché samedi la médaille d'or au Grand Prix de Riyad. En football, Coupe CAF, le tirage au sort s'est tenu ce lundi. La SEC Mimosa aura fort à faire dans le groupe B. Et le tournoi international du district d'Abidjan se joue cette semaine et promet d'être encore plus relevé. L'INJS a enfin sa piscine. Quel avantage pour l'institution et le sport en Côte d'Ivoire? On en parle ce soir avec monsieur le directeur général de l'INJS, Habib Sanogo. Et voilà donc pour le développement de toute cette actualité. Je serai en compagnie de Salif Ouattara. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Ça va super bien? Ça va. Alors et le week-end? Le week-end il s'est bien passé avec la bonne nouvelle, comme vous l'avez dit, cette médaille d'or arrachée par Cissé Cheikh Salah Junior. Ben ouais. Et la grosse surprise pour vous, chers téléspectateurs, restez jusqu'à la fin de cette émission. Il sera là en personne pour nous parler justement donc de cette aventure au niveau de l'Arabie Saoudite. Mais pour l'heure, nous avons un autre invité. Il est avec nous et c'est d'ailleurs le premier invité, Monsieur Mbaya Mesmin. Monsieur Tida, on voudrait l'appeler comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Ça va super bien? Très bien, merci. Heureux de vous retrouver. Alors, on peut dire que 10 équipes vont participer au Tida. 11 équipes. 11 équipes même, plus précisément. Est-ce que toutes les équipes sont déjà à Abidjan? Non, pas encore. Dans notre chronogramme, les équipes sont prévues pour arriver à partir du 14. Donc, le 14 au soir, toutes les équipes seront sur place. D'accord, on aura plus de détails dans quelques instants, mais je vous propose d'ouvrir tout de suite la page de football national. Faisons le point, Salif Ouattara, avec naturellement donc, notre championnat national qui a observé sa 12e journée. On dira donc la semaine dernière. La SEC est toujours leader, poursuivi par la SOA et le LIS, qui continue d'ailleurs de nous faire plaisir et de séduire tous les spectateurs au stade Robert Champroux. Et Jean-Sylvain pour le point complet. La SEC conforte sa place de leader. La SEC Mimosa a repris ses bonnes habitudes en s'imposant contre le promu, l'AS Denguélé, qui concède le premier but de la rencontre à la 5e minute. Le but est signé Kramo Aubin. À 10 minutes de la fin, Diarasouba Salifou assure la victoire au Mimo, qui reste leader du championnat. La SOA remporte le choc contre le FC San Pedro. Plus rien n'arrête l'équipe de Jalal Radouane. Face au FC San Pedro dirigé par Massim Gouamene, les militaires ont vécu une belle première période avec les 2 buts du milieu de terrain, Yaya Sogodogo. Le début de la seconde période a plutôt été difficile pour la SOA qui se fait rattraper au score. Mais à la 71e minute, Doumbia Arafat offre le succès au Sondja qui reste toujours aux trousses de la SEC. Angama Romeo fait gagner le LIS. Après Outro Patrick, c'est au tour d'Angama Romeo de faire gagner l'équipe du LIS. L'attaquant trempe de la tête le portier du stade d'Abidjan à la 46e minute avant de faire le break à la 54e. 5e victoire de la saison pour les Ricains qui se retrouvent sur le podium à 2 points de la SOA et à 5 unités de la SEC Mimosa. Yao Stéphane punit l'US Bafin. Sublime, sur ce coup franc de la 95e minute, Yao Stéphane a surtout permis à Sol FC d'infliger à l'US Bafin sa 3e défaite consécutive. Et voilà, Salif Ouattara, on peut le dire, le LIS de Sassandra, le FC Gagnoa et la SEC Mimosa donc, ont pu sourire lors de cette 12e journée. Ce sont des performances qui s'enchaînent. Belle performance effectivement du LIS de Sassandra. Remarquez que ce club-là, ces 5 dernières journées, a aligné 4 victoires, 1 nul. Face à qui? Face à la SEC Mimosa. Cela veut dire simplement que les Limans sont en forme, ils rayonnent. On a eu Outro Patrick qui a fait sur les 2 avant-dernières journées 2 doublés. Ben ouais. Et maintenant, on a un autre joueur qui s'illustre parfaitement et qui permet encore à ce club-là de gagner. Il faut saluer cette performance. Mais moi, c'est surtout la performance de la SOA que j'admire. 5 victoires sur les 5 dernières journées. Ça s'aligne comme ça s'aligne. L'entraîneur Jalal nous avait rassuré, il nous avait dit que ça va venir. Il faut un travail
et il a fait ce travail. Et je pense que c'est ce travail-là qui est en train de payer aujourd'hui avec des performances vraiment impressionnantes. Je crois que la SEC Mimosa, du haut de son piédestal, doit faire attention parce que, attention, il y a des garçons très prometteurs qui sont dans ces clubs-là et qui vendent leur talent. Est-ce que vous êtes d'accord avec Salif pour dire que la SEC doit faire attention? Est-ce que quand la SEC s'installe dans son fauteuil, c'est une équipe qui est facile à bouger? En général, non. Mais derrière, comme il a dit aussi, derrière, ça travaille fort. Et on voit cette belle équipe de la SO avec tous ces gamins qui sont en train de venir. C'est une équipe qui est très jeune, avec un entraîneur aussi qui est relativement expérimenté. Et donc, les résultats suivent. Donc, je pense que la SEC devrait aussi se méfier. La SEC devrait aussi se méfier. On va d'ailleurs regarder, si la réalisation le permet, donc le tableau de classement à l'issue de cette 12e journée. Et vous verrez donc à l'écran la SEC en tête, naturellement avec tous les autres clubs qui suivent. La SOA 2e, le LIS 3e, la FAD occupe la 4e position, le RCA est à la 8e position. L'ES Bafing, qui nous avait donné de belles sensations en tout début, se retrouve pour l'instant donc à la 9e position. L'Azida Bengrou 10e, et dans le bas du tableau, on retrouve toujours le COK, Salif. C'est vraiment avec un pincement. Oui, difficile, surtout quand l'USC Bassam encore 3-0 face au COK. Mais comme je le dis, pour moi, il y a forcément des raisons qui ne sont pas seulement que sportives. C'est cela. Vraiment, il faut aller dans les profondeurs, il faut chercher, peut-être, pourquoi pas, à faire un séminaire, comprendre ce qui ne va pas au niveau du club Omnisport de Koro. Je crois que la saison dernière, normalement, si on n'avait pas maintenu le tableau comme il était, ce club-là descendait en Division 2. Ouais. Maintenant, on assiste, en tout cas, à chaque fois, à des défaites. Et pas des petites défaites, des défaites vraiment qui illustrent le mal. Je pense qu'il faut chercher à soigner ce mal-là. Ben ouais, c'est clair. Et pour l'heure, on sera à la 13e journée. Donc cette semaine, on jouera la 13e et la 14e journée en même temps. Ça s'accélère, hein, forcément, parce que tous voudraient aller en pause donc, pour les fêtes de décembre. Parlons d'ailleurs justement de la SEC Mimosa en Coupe CAF. Salif, on a eu ce lundi donc, le tirage au sort et la SEC est logée dans le groupe B. Groupe B, je vais dire abordable. On a les Diables Noirs du Congo-Brazzaville. Ensuite, on a Rivers FC du Nigeria. Et puis, on a Motema Pembe, Darling Club de la République démocratique du Congo. Maintenant, on a l'impression que c'est une poule abordable, mais en même temps, la SEC Mimosa va devoir voyager. Et quand la SEC Mimosa va voyager, elle va se retrouver face à un public hostile. Ouais. C'est généralement des pays où vous allez voir que le public, il est nombreux au stade. Il va aller assister, il va pousser jusqu'au bout. Je crois que le samedi, il y a eu un échange franc entre le président des Diables Noirs et les supporters qui ont décidé de mobiliser les troupes. Eux, ils sont à leur première participation à cette Coupe africaine. Ils ne viennent pas en victimes résignées. Au contraire, ils ont des ambitions et ils pensent aller jusqu'au bout. Maintenant, vous voyez, Rivers, c'est un club qui a été créé en février 2016, qui a aligné des succès face à des challengers assez sérieux au Nigeria, dans le championnat nigérian. Et aujourd'hui, qui se retrouve en Coupe africaine. Il va falloir aussi s'attendre à ce que ce club-là surprenne. Et ensuite, Motema Pembe, Darling Club, c'est le grand club, vous savez, le classique qu'il y a en République démocratique du Congo, avec des clubs qui ne changent pas, qui restent, qui sont éternels. Et aujourd'hui, Motema ne vient pas aussi en victime résignée. J'ai écouté plus ou moins la presse congolaise qui parle même d'une poule très abordable pour ce club-là. Donc il va falloir s'attendre à des batailles assez rangées. Des batailles rangées, c'est une poule ou on dira un groupe assez ouvert. Hein. Certains spécialistes jugent ce groupe quand même d'assez ouvert. Est-ce que la SEC, naturellement, donc, devra, on peut le dire, redoubler d'efforts concrètement pour s'en sortir? Oui, certainement. Ça fait un moment que la SEC n'est pas sur ce plateau-là au niveau africain. Mais être parti de la Champions League pour se retrouver dans ce tableau, je pense que la SEC a ses chances. Et puis les adversaires en face, ce sont des adversaires qui sont relativement connus par la Côte d'Ivoire, le Congo, le Nigeria, RD Congo. Bon, je pense que c'est des choses, c'est jouable pour la SEC. C'est jouable pour la SEC. Il faut simplement y croire. Et puis dernièrement, aussi, la SEC a pas mal recruté. Je pense que c'est bon pour le niveau. Ben ouais, c'est clair. Et puis ça peut aider la SEC à avancer. Intéressons-nous à présent à la 9e journée donc, du championnat football féminin. L'Atlético Football Club et l'Inter Football Club d'Abidjan ont conclu donc en bout à la phase aller du championnat avec respectivement des scores 5-0 et 9-0. Conan, on dira donc Aude Alegbe et Véronique Conan pour le point. L'Africain a pu s'exprimer face à l'Atlético, leader actuel du championnat.
Les Aiglons encaissent 3 buts en 20 minutes de jeu. Des réalisations signées Grabel et Niali Estelle. Les Verts rouges se font encore surprendre à la 40e minute par Grabel qui signe un doublé. 5-0 à la mi-temps. Du retour des vestiaires, l'Africa revient progressivement dans le jeu. Akebié Abrogoa réduit le score à la 53e minute. 5 buts à 1 pour l'Atlético au coup de sifflet final. On a essayé de tout donner, mais ça n'a pas payé. On va essayer de corriger ce qui n'a pas marché aujourd'hui. On avait déjà au moins 5 buts. Du coup, on voulait temporiser le jeu. Malgré le carton rouge, on a pu tenir et remporter ce match. L'Inter Football Club en blanc s'est imposé 9-0 face aux 11 de Gagnoa. Tout commence à la 8e minute avec un but de Béinan Mélissa et 3 autres buts aux 25, 37 et 40e minutes. La saga des buts continue à la reprise. Les 11 sont quasiment absentes dans la rencontre. Dans une mauvaise manipulation de balle, Otemari marque contre son camp à la 46e minute. Le match se déroule toujours en faveur de l'Inter. La gardienne des 11 essaie d'arrêter quelques balles, mais plusieurs terminent leur course dans les filets. 9-0 à la fin de la rencontre. Au niveau de l'attaque offensive, vraiment, ça ne répond pas pour le moment. Donc c'est pour ça qu'il est présent de tout faire qu'on puisse recruter des filles d'expérience, de qualité pour pouvoir aborder les phases de retour. Ces rencontres marquent la fin de la phase allée du championnat féminin avec une trêve d'un mois. Et voilà, donc on dira, Salif, ça a été quand même une manche allée assez animée et il y a des statistiques, on va le voir. D'ailleurs, les autres résultats vont s'afficher à l'écran pour nos chers téléspectateurs. On verra donc que Jeunesse a été battue par Ange FC 3-1. Il y a également donc le résultat de Révélation Foot et AC Alex Nzi qui ont fait match nul 0-0. Alors Salif, il y a des statistiques qui présente que ce championnat, quand même, cette saison, s'est bien porté. Ah oui, malgré la lourde défaite des 11 de Gagnoa au complexe de Yopougon, 9-0 face au FC Inter, il faut reconnaître que ce club-là est passé de la dernière place à la 9e place. Et puis ensuite, il faut saluer ce mano à mano entre deux joueuses qui s'illustrent depuis le début du championnat. On ne sait plus qui va être meilleur buteur. Quand vous avez Akribia Abrogoa lors d'une journée qui passe devant, après vous avez Prissy Créteau qui passe encore. Donc c'est cette concurrence qui continue et cela donne quoi actuellement? Akribia Abrogoa a 16 buts, elle est de l'Africa, et vous avez Créteau Prissy qui a 15 buts, elle est de l'Atlético. Donc c'est ce mano à mano, tout le monde suit ça avec beaucoup d'intérêt et je pense que ce championnat-là montre qu'il y a des talents au féminin en Côte d'Ivoire. Il faut promouvoir ce championnat, il faut continuer à suivre de bout en bout ce championnat-là. Il promet, il y a quand même des joueurs qui s'identifient et qui sortent un peu de l'ordinaire. Il faut saluer tous les efforts qui sont faits à ce niveau-là. Ce sont des joueuses qui donnent du plaisir donc, à tous ceux qui se déplacent pour aller voir les matchs. Regardons le classement. À l'issue de cette 9e journée, au niveau du football féminin, on a l'Atlético qui est en tête avec 25 points, suivi de la Juventus. Et juste à la 3e position, nous avons l'Inter d'Abidjan. L'Africa Sport est à la 4e position. Révélation Foot, 5e. Et puis le bas du tableau est tenu par Jeunesse FC. Voilà pour ce que l'on devait savoir sur le foot féminin. Parlons à présent du TIDA 2022. Il est avec nous, notre cher invité, M. Mesmin Mbaya, commissaire général du TIDA. Alors, c'est un tournoi réservé au U18. La 8e édition se déroulera, on le disait en antenne, donc en 2 jours, en une semaine plutôt, sur 2 stades. Et il y a quand même des pays qui reviennent et ça fait plaisir. Oui, donc le TIDA, il est annoncé à partir de jeudi, donc du 15 au 21 décembre prochain. Jeudi, on aura donc 2 stades, comme vous l'avez dit. On a le stade Robert Champoux de Marcory et le complexe sportif de Yopougon, où cette compétition va se dérouler. Cette année, on accueille donc 11 équipes. 11 équipes qui viennent principalement du Mali, du Maroc, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Waouh! On va dire que la confiance donc renaît et tous ces partenaires-là qui n'étaient pas là du fait de la Covid reviennent et ça fait plaisir. Alors, quel sera le programme concrètement et qu'est-ce qu'on aura comme particularité cette année? Ben, il ne faut pas innover pour innover forcément. Je pense que jusque-là, ça s'est toujours bien passé. La seule différence, c'est que d'habitude, on jouait à 12. Là, on se retrouve à 11 pour des questions pratiques de certaines équipes qui n'ont pas pu venir au dernier moment. Donc, on va jouer ce tournoi-là avec 11 équipes réparties en 3 poules.
Si vous le permettez, allez-y. je vous donne donc la composition des poules. Dans la poule A, on a Volcan Junior de Côte d'Ivoire, Ampi FC de Côte d'Ivoire, Académie Saint-Louis du Bénin. Dans la poule B, Sol FC de Côte d'Ivoire, Football Club de Moussa Guinépo du Mali, FC San Pedro de Côte d'Ivoire et Elite FC du Mali. Dans la poule C, l'Académie Mohamed VI du Maroc, Ivoire FC de Côte d'Ivoire, Derby Football Club du Mali et Ivoire Académie de Côte d'Ivoire. Ouais, c'est clair, un programme assez alléchant. Alors, cette année encore, vous avez décidé d'insister sur le thème lutte contre l'immigration clandestine des jeunes footballeurs. Quelles solutions concrètement, selon vous, pour lutter contre ce phénomène? Bien, il faut déjà partir de... Il faut dire qu'on retient ce thème parce que de façon récurrente, on s'est rendu compte que malgré tout ce qui est fait au niveau étatique, au niveau même des privés que nous sommes Ivoire Sport Promotion, le fléau ne s'arrête pas. Donc il faut insister pour que les jeunes footballeurs et surtout les parents de ces jeunes footballeurs-là comprennent que l'immigration clandestine, en tout cas en ce qui concerne les footballeurs, n'est pas la solution. Nous, à Ivoire Sport Promotion, au travers du TIDA, notre mission, c'est de montrer un plateau technique qui permette à ces jeunes, à ces gamins-là de toute l'Afrique de pouvoir montrer leur savoir-faire devant des agents de joueurs qui vont venir nombreux. Et pour cette année, on attend à peu près une cinquantaine d'agents de joueurs qui viennent de très loin, depuis la Russie jusqu'en Europe de l'Ouest, en passant par l'Amérique du Sud aussi, où des gens viennent aujourd'hui pour voir le TIDA. Ouais. Donc, vraiment, on met en place tous les dispositifs pour que ces jeunes-là puissent partir sainement. Ça, c'est de un, ça, oui. C'est au niveau de la pratique. Et puis de deux, on va continuer d'insister. Il y aura donc un séminaire qui sera organisé à l'entracte de ces compétitions-là, à destination de tous les clubs qui vont venir et également à destination des parents, de tous les parents qui voudront venir écouter le message que nous allons leur transmettre au travers de Foot Solidaire, qui est une association à caractère caritatif qui s'occupe aussi de l'immigration clandestine des jeunes footballeurs. C'est une compétition, on dira, un programme qui gagne en maturité, Salif Ouattara. Oui, mais comme je le disais tantôt, mon espoir, c'est qu'une année, on avait vu déferler ici à Abidjan les clubs comme le FC Barcelone et autres, l'Académie. Donc, mon espoir, c'est qu'on puisse revenir à ce visage d'antan, voir de grands clubs européens, africains. C'est vrai qu'il y en a cette année africains. On a cité l'Académie Mohamed VI. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Après, il y a eu la Covid qui a ralenti quelque peu. Mais est-ce que des contacts ont été établis avec ces clubs pour qu'ils puissent venir dans les années à venir? Aujourd'hui, il est clair que le TIDA, c'est un label. Aussi bien en Afrique qu'au sud du Sahara qu'au niveau de l'Europe, tout le monde entend parler du TIDA. La preuve, quand on a aujourd'hui un joueur comme Younes Nesri qui marque un but en quart de finale de la Coupe du Monde, il a joué le TIDA en 2015, il était ici à Abidjan. Donc ça nous fait plaisir, ça démontre clairement que le TIDA a un impact sur le développement du football en Afrique. On a vu aussi Moussa Guinépo, dont le club, le centre de formation, revient ici pour participer au TIDA, alors que lui-même, en tant que joueur, a joué cette compétition-là. Nous en sommes très fiers, mais au niveau de l'Europe, il y a l'Europa, la Youth League, qui se joue avec les clubs que vous venez de citer. Donc pour eux, aujourd'hui, l'intérêt n'est plus de revenir ici pour venir de jouer le TIDA, de participer à des tournois ici en Afrique. Et d'ailleurs, pour nous, il est important que nous puissions offrir cette chance-là à des jeunes Africains plutôt que ce soit le contraire. Là-bas, ils ont des infrastructures, ils ont des tournois de ce genre-là à foison, ils se développent très bien. Il faut que nous, ici, on continue d'entretenir cette flamme-là qui permette que un jeune footballeur puisse partir d'ici, à partir du TIDA, de toute façon, tout à fait sereine, légale, sans avoir à traverser un désert ou une mer. C'est clair. En tout cas, c'est un beau projet. Nous vous saluons. Nous allons vous laisser l'occasion de lancer cet appel rapidement donc, à l'ensemble des amoureux du ballon rond. On sait que ça va se dérouler du 15 décembre au 21 décembre. C'est bien cela? C'est bien ça. Du 15 décembre au 21 décembre. Donc, les horaires au parc au Champoux, on va jouer dans la matinée de 8h à midi. Et puis les après-midi, ce sera plutôt du côté du complexe sportif de Yopougon. Jusqu'à les matchs de poule. Une fois que les matchs de poule sont terminés, on revient pour continuer la compétition exclusivement au stade Robert Champoux de Makori. Et ça, c'est important à le dire. Il faut que les populations retiennent que le TIDA qui se jouait habituellement dans l'après-midi se joue cette année dans la matinée. Bien entendu, en raison de l'indisponibilité des infrastructures sportives, nous avons dû nous adapter. Et après la CAN, bien entendu, on aura toutes les infrastructures qu'il faut. Mais pour l'instant, on joue exclusivement la matinée au stade Robert Champoux de Makori pour le premier tour et l'après-midi à Yopougon, au complexe sportif de Yopougon,
pour le premier tour également. Une fois qu'on vient aux demi-finales, tout va se jouer au Stade Robert-Champoux de Maroc. Merci beaucoup à vous, M. Mesmem Baya, donc venu nous donner tous les détails sur le TIDA, le tournoi international du district d'Abidjan, édition 2022, 8e édition d'ailleurs, qui va se dérouler avec 11 pays, 11 clubs, il a dit. Voilà, donc il est le commissaire général donc, du TIDA. Merci à vous d'être passé. On va tout de suite donc basculer pour le foot inter. Et à ce niveau, nous allons parler du COCAN 2023. Le président du COCAN, François-Albert Amichia, revient d'une visite au Qatar, enrichie par plusieurs rencontres et discussions avec les autorités de ce pays. Le COCAN 2023, conduit par son président, François-Albert Amichia, a effectué une mission au Qatar du 29 novembre au 7 décembre 2022. En vue de s'imprégner des différents aspects de l'organisation pratique de la Coupe du monde de football et de nouer des contacts nécessaires au renforcement des relations de coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire pour une meilleure organisation de la CAN 2023. À Doha, son Altesse, le prince Ali Al Thani, président fondateur de la KII Bank, Qatar International Islamic Bank, a reçu le président du COCAN et sa délégation afin de les encourager et échanger sur les liens forts entre les deux pays. Nous avons été très sensibles à l'invitation qui nous a été donnée et nous voudrions donc dire merci à Sa Majesté l'Émir, à la Fédération de football du Qatar et au comité exécutif de l'organisation de la Coupe du monde. Avant cette visite et en prélude à la signature d'accords de partenariat entre les fédérations ivoiriennes et qataries de football d'une part, et du COCAN 2023 et le comité d'organisation de la Coupe du monde d'autre part, la délégation a été reçue dans le désert qatari par Ahmad bin Ali Al-Attiyah, ancien ministre de la Défense et actuel conseiller spécial en charge des affaires de défense de Sa Majesté l'émir du Qatar. À l'invitation du président du COCAN, M. Ahmad bin Ali Al-Attiyah a accepté et assuré de sa présence en Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique en janvier 2024. Et avant d'arriver donc à cette Coupe d'Afrique 2024, je dirais plutôt 2023, Salif, restons au Qatar pour parler toujours de cette Coupe du Monde avec les affiches des demi-finales. L'Afrique, grâce au Maroc, est donc pour la première fois dans le dernier carré du mondial. On aura le mardi 13 décembre, donc demain, Argentine-Croatie à 19h GMT. Et le mercredi 14 décembre, on aura France-Maroc à 19h GMT. Des affiches plus qu'alléchantes, hein, Salif Ouattara, avec du suspense toujours. Oui, mais je m'attarderai simplement sur le représentant africain, le Maroc. On constate qu'il y a une symbiose, une envie de jouer ensemble, une dynamique aussi pour aller loin. On espère que ce navire du royaume chérifien pourra accoster jusqu'en finale. Et l'objectif ici, c'est de montrer qu'en Afrique aussi, il y a des infrastructures, il y a des installations qui permettent aujourd'hui à nos jeunes de représenter dignement nos différents pays sans aucune crainte. Vous avez vu l'audace, vous avez vu la sérénité. Est-ce que vous avez vu l'assurance avec laquelle ces joueurs marocains jouent depuis le début de cette compétition? Rien qu'à voir cela, je suis convaincu quelque part que tout le monde essaiera de copier et coller cette aventure marocaine. On pourra le voir en Côte d'Ivoire, on pourra le voir au Nigeria, dans tous les autres pays. Pourquoi pas donner l'exemple de l'audace, affirmer nos ambitions pour une fois, arrêter d'aller figurer à la compétition, avoir des ambitions, aller loin. Ben ouais. Il est encore avec nous rapidement avant que nous vous laissions partir. Vous y croyez, vous, au Maroc en finale? Comme tout Africain, on espère aujourd'hui que le Maroc va gagner cette coupe. Et puis, tout à l'heure, j'ai cité Younes Enesri, qui est passé par le TIDA. Quelle joie pour nous, organisateurs du TIDA, de voir un joueur qui est passé ici remporter la Coupe du Monde. C'est clair. Dans tous les cas, nous croisons tous les doigts. Déjà, il faut passer l'étape des demi face à la France mercredi. Et on sera tous derrière donc, pour soutenir ce représentant africain. Merci beaucoup à vous d'être venus. C'est moi. Et on se retrouve juste après ceci, chers téléspectateurs. Il est 21h à Yaoundé, partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Troisième mi-temps. Retrouvez votre émission de débat sportif sur RTI 2 tous les mercredis à partir de 21h. À chaque journée, ils en veulent toujours un peu plus.
et compte finir la manche allée du championnat en beauté. Attention, faut pas le toucher dans cette surface de réparation. Capitaine qui montre l'exemple. 13e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire au stade Robert Champrou de Marcory. Mardi 13 décembre 2022. FC San Pedro, USC Bassam. Prise d'antenne 15h05. Jeudi 15 décembre 2022. Bouaké FC, Racing Club. Prise d'antenne 15h05. En direct sur RTL 1. Et voilà donc, je vous avais promis cette surprise. Nous l'avons avec nous. Il est venu tout fraîchement de Riyad avec sa médaille pour donc vous la présenter, vous, chers téléspectateurs de Lundi Sport. Bonsoir, Sichechek Salah. Bonsoir, bonsoir. Ça va super bien? Ça va super. Ouais, on imagine, hein, le moral, il est au beau fixe. Ça va, ça va. On va passer de bonnes fêtes. Ouais, c'est clair. Passons à présent donc à l'instant multisport. Il nous a rejoint et c'est avec lui, Salif Ouattara, que nous allons passer ce moment. C'est Sichechek Salah, donc en or au Grand Prix de Riyad. Plus rien n'arrête notre Sichechek Salah. 2 mois après avoir glané la médaille d'or à l'Open de Riga en Lettonie, l'Ivoirien termine sur la plus haute marche en Arabie Saoudite. Il a disposé en finale de Sansores Carlos en 2 rounds, ultra dominateur hein, lors de ce combat. L'Ivoirien s'est finalement imposé par KO et avec cette belle victoire, Sichechek Salah obtient 100 points supplémentaires pour le ranking olympique des JO de Paris 2024. Et contrairement à lui, hein, le Grand Prix de Riyad n'a pas souri à Ruth Babi qui a malheureusement perdu en demi-finale. Elle termine sans la moindre médaille. Alors on va le dire, hein, après ce top moment en 2016 donc à Rio, il y a eu quand même la petite déception à Tokyo 2020. Et puis là, on a l'impression que Sissé est en train de renaître et il est en train de passer ce cap-là de la déception. Ouais, il faut dire que les Jeux de Rio, on les a vraiment bien préparés, de Tokyo, on les a vraiment bien préparés. Mais voilà, ça n'a pas marché, mais il faut mettre ça sur le compte du sport parce que le sport, il y a des hauts et des bas. Et c'est ça, être un sportif, parce que d'abord, c'est le mental. Hein. Quand il y a des échecs, il faut revenir très vite. Et je me suis dit directement, quand on est la première médaille d'or de l'histoire d'un pays comme la Côte d'Ivoire, on a un engagement envers la jeunesse et ce n'est pas une compétition qui devrait nous démoraliser. Et voilà, je me suis dit, je suis encore un grand athlète, j'ai beaucoup de qualités. Il y a des jeunes qui rêvent à travers ce que tu fais. Et donc, remets-toi vite au travail et voilà, fais plaisir à ta nation, à toute l'Afrique. D'ailleurs, on peut présenter encore la médaille hein, à tout le monde. Il faut qu'on voit cette belle médaille d'or, voilà donc obtenue à Riyad, donc en Arabie Saoudite. Alors, nous allons voir également s'afficher sur l'écran les différentes performances donc de Sichechek Salah pour cette année 2022. Quand même, c'est 7 médailles récoltées, toutes compétitions confondues. Il a eu donc au Grand Prix de Manchester la médaille de bronze. C'était le 23 octobre 2022. Le 8 octobre, il a obtenu donc à l'Open de Riga en Lettonie la médaille d'or. Il faut le signifier. Au Grand Prix de Paris, il a eu la médaille de bronze, c'était le 3 septembre 2022. Médaille d'argent au championnat d'Afrique de taekwondo, malgré la blessure hein, qu'il traînait. Médaille d'argent au Grand Prix de Rome, 4 juin 2022. À l'Open d'Espagne, il a la médaille d'argent. Et puis... à côté, il se forme. Sissé donc est allé dans la prestigieuse école de commerce de Lyon. C'est un chapitre important pour lui, la formation, allier sport et études. Je ne vais pas oublier, je suis aussi diplômé du CAPES, l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ah ouais. Donc voilà ce que je veux dire, que c'est déjà compliqué d'allier sport et études, mais c'est pour ce qu'on est, pour la jeunesse, il est important de se former. Et ce côté-là, c'est vraiment compliqué, mais j'essaie de le faire. Et voilà, pas à pas, et essayer de être un grand sportif et un grand intellectuel. C'est très important. Ouais. Et pour parler d'être un grand sportif, Salif Ouattara, il a été intronisé champion de la paix à Monaco le 30 novembre dernier. C'est finalement, on dira, un champion qui est en train d'écrire une autre page de son histoire. Oui, c'est en même temps aussi
un parcours, c'est une histoire. Il faut suivre de près les différentes aventures. Vous l'avez raconté, il y a eu une parenthèse difficile. Et puis, après, il ressurgit. Il montre qu'il a encore du talent. Psychologiquement, il est présent. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est au-delà de tout cela, est-ce qu'on ne songe pas un peu au JO de Paris 2024? Exactement, c'est l'objectif. Au taekwondo, il faut dire que c'est plus difficile de se qualifier aux Jeux que de gagner même la médaille olympique. Ah ouais? Ouais, voilà. Donc, voilà, parce qu'il y a un système qui est installé, c'est le système du ranking. Voilà pourquoi on voyage beaucoup, on fait des compétitions. Pour prendre des points là, par exemple, je prends 100 points avec le Grand Prix final et je me classe directement deuxième. Donc, c'était difficile. J'étais en moins de 80, je passe en poids lourd. Ouais. Et directement, avec tous les résultats positifs que j'ai pu faire, je suis au haut du tableau. Et donc, c'est super important. L'objectif de toutes ces médailles-là, c'est de se qualifier d'abord directement pour les Jeux Olympiques. Ouais. Et aussi aller chercher encore la plus belle des médailles à Paris 2024. Ouais, c'est clair. Mais la question que tous les jeunes se posent, hein, c'est où est-ce que Cissé trouve les ressources mentales nécessaires pour naturellement donc, performer comme ça? Pour cette question, je veux dire que au départ, tout part d'un rêve. Pour arriver à ce niveau-là, j'ai dû rêver par rapport à peut-être Didier Drogba. J'ai vu Usain Bolt en train de courir au JO. J'ai dit, waouh, je veux faire ça. Et donc aujourd'hui, pour ce qu'on incarne pour la jeunesse, nous sommes un exemple pour la jeunesse. Et c'est pour ces jeunes-là, à chaque fois que je ne combats plus pour moi, parce que les Grands Prix, j'ai gagné j'ai fait 5 médailles d'or au Grand Prix. J'ai gagné les Jeux, j'ai voilà, plusieurs médailles. C'est pour ces jeunes-là. Il faut des exemples positifs au pays pour impacter l'esprit de ces jeunes-là pour qu'ils puissent aussi réaliser leurs rêves. Et donc, c'est qui est ma motivation. Et voilà pourquoi je me bats tous les jours. En tout cas, félicitations. Félicitations pour tout ce travail. Alors, quelles sont les prochaines étapes avant Paris 2024? Est-ce qu'il y a encore des points qu'il faut aller rechercher? Oui, il faut être toujours en train de chercher des points parce que quand tu arrêtes pendant un mois, des autres, ils vont en compétition et ils font des médailles. Et ils font des points. Mais pour l'objectif, actuellement, c'est d'avoir les vacances. Ben ouais. Il y a eu vraiment de compétition. Et voilà, il y a eu les bras cassés, je dois me faire opérer. Oula! Oui, donc d'avoir les vacances. C'est pas bien grave, j'espère. C'est cassé. D'accord. C'est cassé, mais ça va, c'est la main. J'étais avec le bras cassé pendant la compétition. Et bon, on a waouh! Ben ouais. Et donc, c'est d'abord les vacances et se ressourcer avec la famille, avec les gens qu'on aime. Et partager des moments avec des jeunes Ivoiriens qui font du taekwondo et repartir très vite dans la course au point et chercher à se qualifier. C'est clair. Chercher à se qualifier parce que Paris 2024 reste l'objectif donc en ligne de mire. Il ne faut pas perdre cela donc de vue. Merci beaucoup à Cissé Cheikh Salah. Et on va lui permettre d'avoir donc de bonnes vacances. C'est vrai, avec cette médaille d'or, comment ne pas bien se reposer. Le plaisir est pour moi. Merci d'être venu. Merci. Merci d'être venu. Il reste avec nous pour rapidement parler donc des autres disciplines. Le semi-marathon pédestre s'est tenu donc au plateau avec le groupe Carré d'Or et la commune d'Atécoubé. C'est à juger donc le grand trophée suivant. La commune du Plateau a connu une ambiance particulière à l'occasion du semi-marathon pédestre long de 10 km. Venus de 13 communes du Grand Abidjan, environ 2000 randonneurs ont arpenté les artères du centre des affaires de la capitale économique. Un déferlement qui part de l'esplanade du jardin public en passant par la gare sud à Sotra, la Sorbonne avant de revenir sur le point de départ. La séance de fitness a été conduite par le premier magistrat de la commune du Plateau. Faire du sport, c'est la santé. Et nous considérons que courir avec le 3e âge, courir avec la police municipale, ça nous permet de rester en forme et de montrer que c'est une commune sportive. Voilà. Plateau Smart City, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Au regard de l'engouement suscité, le directeur général du groupe Carré d'Or et la représentante du ministre des Sports se disent satisfaits de cette activité sportive qui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. L'objectif est totalement atteint et ça nous motive à organiser des événements comme ça de plus en plus et nous allons le faire. Le sport est égal à la santé et c'est quand tu as la santé que tu peux faire beaucoup de choses. Alors au nom de monsieur le ministre des Sports, nous voudrons encourager tout le monde. À l'heure des récompenses, la commune d'Atécoubé décroche 4 médailles et la Supercoupe. Paris gagné pour les organisateurs qui songent à renouveler cette expérience l'année prochaine
avec la même ambition, celle d'inciter la population à la pratique régulière du sport. La place Henri Colombédier de Dabou a été témoin de l'ouverture des activités sportives de la région des Grands Ponts sous le thème Renouveau, relance du sport dans la région des Grands Ponts. Suivons ce reportage de Véronique Conan et Aude Alegbe. Les habitants de Dabou ont eu droit à de belles prestations de Maracana féminin avec la participation de 4 équipes. Espoir de Grand Laou en blanc, Espérance de Grand Laou en bleu, Alliance Football Club de Dabou en rouge et Renaissance Football Club de Jacquesville en vert. Au thème des phases de poule, la Renaissance Football Club de Jacquesville et l'Alliance Football Club de Dabou se retrouvent pour le dernier match du tournoi. C'est finalement au tir au but que l'Alliance Football Club de Dabou s'impose 3 tirs à 1. Le conseil a bien voulu inscrire, n'est-ce pas, au premier plan de ces activités, le sport. Je suis heureux, n'est-ce pas, pour nos jeunes filles, de les voir debout, faire comme on le voit ailleurs en Europe, en Occident et ailleurs. Il faut que la région s'élève, il faut que la région puisse permettre à nos jeunes de se battre. Nous souhaitons que cette journée soit une continuité au niveau des Grands Ponts, afin que nous puissions avoir une équipe aussi féminine de football au niveau des Grands Ponts pour que nous puissions jouer le championnat national. Avant la remise des trophées, un prix spécial a été dédié au professeur Daniel, premier responsable du conseil régional des Grands Ponts. Chaque équipe est repartie avec des trophées. Et voilà, donc, messieurs, c'est ici qu'on va s'arrêter pour vous. Hein. Justement, le temps de recevoir monsieur le directeur général de l'INJS qui viendra donc pour qu'on puisse ensemble parler de cette bonne nouvelle, la piscine qui va être construite au sein donc, de l'INJS. Merci beaucoup à vous d'être venu. Merci. Et puis, très bonnes vacances, hein, surtout à toi. Et puis, Salif, on se dit à très très vite. Très très vite. Ben ouais, c'est clair. Merci beaucoup. On se retrouve juste après ceci. À chaque journée, ils en veulent toujours un peu plus et comptent finir la manche allée du championnat en beauté. Attention, faut pas le toucher dans cette surface de réparation. Capitaine qui montre l'exemple. 13e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire au stade Robert Champroux de Marcory. Mardi 13 décembre 2022. FC San Pedro, USC Bassam. Prise d'antenne 15h05. Jeudi 15 décembre 2022. Bouaké FC, Racing Club. Prise d'antenne 15h05. En direct sur RTI 1. Et voilà donc, il nous a rejoint en plateau pour parler naturellement donc, de cette bonne nouvelle. Bonsoir, monsieur le directeur général de l'INJS, monsieur Habib Sanogo. Bonsoir. Vous allez super bien? Dieu fait grâce. Merci d'être avec nous. Alors, 61 ans après sa création, l'Institut national de la jeunesse des sports INJS de Marcory aura enfin sa piscine olympique. La pose de la première pierre de l'infrastructure sportive a été s'est déroulée le 1er décembre dernier en présence du ministre des Sports Paulin-Claude Danhaut. Suivant ce reportage d'Arsène Kouassi. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, a procédé à la pose de la première pierre de la piscine olympique de l'INJS, après celle de la commune d'Abobo, dont les travaux ont été lancés par le Premier ministre Patrick Hachi. Bâti sur une superficie de 4632 mètres carrés, la réalisation de ce bassin nautique multifonctionnel vient combler un vide dans la formation des formateurs de l'INJS. Et les travaux de construction vont durer 2 ans. Je voudrais me réjouir qu'après 61 ans, l'INJS a enfin la piscine va servir à la rééducation pour les maladies cardiovasculaires et pour les AVC. Nous sommes heureux de donner à cet institut un instrument puissant de détection et de formation à la natation et au sauvetage. De son côté, le directeur général de l'INJS salue la construction de cette infrastructure sportive dans son établissement, chose qui concrétise la matérialisation d'un rêve vieux de 61 ans. Il manquait au dispositif de formation de l'INJS un outil didactique fondamental pour l'enseignement. C'est donc un rêve qui se réalise avec la pose de la première pierre de la piscine olympique. Ce programme d'aisance aquatique prend en compte également la réhabilitation de la piscine de Bouaké, celle de Bingerville, ainsi que la construction des piscines d'Atekoubé, Yopougon et Koumassi.
La construction de ces piscines s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de sport à travers le projet de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives de Côte d'Ivoire. Et voilà, on l'a vu dans l'élément, hein, vous l'avez dit, c'est un rêve qui se réalise. Vous l'attendiez depuis longtemps, cette piscine. Qu'est-ce qui vous rend si heureux de la recevoir? Vous savez que dans un institut comme le nôtre, l'existence d'une piscine fait partie des infrastructures fondamentales. Donc pour nous, il était vraiment bienséant d'avoir cette piscine-là. Et après tous les vœux, toutes nos prières, Dieu a fait grâce. Grâce donc à la clairvoyance de son excellent le président de la République et sous le leadership duquel et le gouvernement ivoirien avec donc le ministre des Sports, nous avons donc connu la pose de la première pierre le 1er décembre dernier. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est une infrastructure qui vient combler ce vide-là et qui permettra donc à l'INJS de continuer donc d'asseoir donc ses programmes de formation et de retrouver son lustre d'antan. À quoi est-ce que cette piscine va servir concrètement? Alors cette piscine va servir donc à la formation, comme on a dit, des étudiants en natation. D'accord. Des maîtres nageurs. Vous savez que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, malheureusement... apprennent sur le tas. Vous dites? Ils apprennent sur le tas. Non, ils n'apprennent pas sur le tas, puisque la piscine d'État, déjà, nous faisions cette formation-là. Mais aujourd'hui, avec la piscine, nous aurons vraiment une formation à grande échelle qui permettront donc à toutes les communes d'Abidjan de pouvoir avoir des sauveteurs pour que les enfants de ces communes-là puissent aller, même si ces enfants veulent aller donc se baigner au bord de la mer, être encadrés par des spécialistes et pour rassurer les parents que les enfants sont en de bonnes mains et qu'on n'a pas de risque d'accident dans des noyades. Donc c'est important pour nous. Ensuite, donc, nous avons la formation des maîtres nageurs, la formation de sauvetage. Nous avons, avec cette piscine, ce que nous appelons former des nageurs pour les compétitions, pour représenter la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques et aux différents championnats mondiaux de natation. Et avec cette piscine également, nous pouvons ce qu'on appelle la balnéothérapie. Vous savez que beaucoup d'Ivoiriens, malheureusement, sont atteints de maladies métaboliques, les AVC, les diabètes, oui, ainsi de suite. Donc, ça peut permettre aussi d'aider à leur rééducation physique. Alors, vous serez d'accord avec moi alors pour dire que le ministre a raison en disant que cette piscine va faire renaître la natation en Côte d'Ivoire. Oui, forcément, puisque cette piscine s'inscrit dans un vaste chantier, ce qu'on appelle l'aisance aquatique, avec plusieurs piscines qui vont voir le jour, avec la construction de la piscine à Koumansi, la réhabilitation de la piscine de Boaké, celle de Benjerville. Et je pense qu'avec tout cet ensemble-là, on pourrait quand même avoir en Côte d'Ivoire de nouveaux nageurs. On a connu des nageurs dans le temps, avec des lattes. Voilà, aujourd'hui, on pourrait quand même aussi pouvoir développer cette discipline en Côte d'Ivoire. Temps d'exécution des travaux, 2 ans. Donc, dans 2 ans, on pourra vraiment sourire et inaugurer cette piscine. Oui, en tout cas, nous espérons que les travaux arriveront à leur terme. Et donc, dans 2 ans, nous pourrons donc mettre les premiers nageurs à l'eau. Cela voudra dire qu'on aura des disciplines qui vont, on va dire, se rajouter au programme habituel. Oui, c'est clair que la natation va reprendre ses droits au sein de la formation donc, de l'INJS. Ouais, c'est clair. Alors, faisons en même temps avec vous le point des autres disciplines, telles que le taekwondo, quand même, qui se sont rajoutées au programme. Aujourd'hui, comment se comportent ces disciplines dans la formation au niveau de l'INJS? Alors, vous savez que l'INJS, depuis 2013, a innové dans sa formation. Nous avons 2 écoles à l'INJS. Il y a l'École normale supérieure d'éducation physique et sportive et il y a l'École normale supérieure d'éducation permanente. Au niveau du sport, nous avons 4 sorties. Donc, après votre licence, vous faites une formation en master. Nous avons l'éducation motricité qui est connue sous l'appellation de procès d'éducation des sports physiques, EPS. Nous avons la formation des entraîneurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit des entraîneurs dans toutes les disciplines sportives que nous pratiquons en Côte d'Ivoire, notamment le football, le handball, le basket, le taekwondo, le judo, l'athlétisme, ainsi de suite. Donc, à côté de ça, nous avons également le management des sports. Vous savez qu'avec le pacte infrastructurel qui va sortir après la CAN et toutes les infrastructures de proximité que le ministère des Sports est en train de bâtir, il va falloir gérer
ces complexes-là autrement. C'est clair. Donc, nous avons des gestionnaires d'infrastructures sportives, des organisations d'événements sportifs avec la CAN et d'autres événements qui vont arriver. Nous avons le droit du sport et l'économie du sport. Et nous avons ce que nous appelons l'activité adaptée pour s'occuper donc des personnes, des PME, des personnes à mobilité réduite, des enfants handicapés psychomoteurs. Et tout ceci, cette prise en charge également est faite au niveau donc, de l'École normale supérieure d'éducation physique et des sports. Quant à l'École normale supérieure d'éducation permanente, nous avons en entrepreneuriat, gestion de projets jeunes. Nous avons un master en loisirs, un master en andragogie et un master en gérontologie. Donc tout ceci, c'est une panoplie de formations que nous offrons aux jeunes Ivoiriens. Revenant donc à votre question, oui. Donc en plus de taekwondo, vous savez que vous venez de recevoir notre champion Cissé Chek, oui. qui est un pur produit de l'INJS avec Baguirit. Et après eux, nous avons également d'autres combattants qui sont donc à l'INJS. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en partenariat avec la Fédération de Taekwondo. Ouais. Ils ont même un projet de création d'une chaire au niveau de Taekwondo, à l'instar de la Corée, où on pourrait faire des doctorats en Taekwondo. Wow. C'est vraiment fondamental pour nous. Et aujourd'hui, cette discipline a constitué un vivier pour notre sport, pour notre pays, pour continuer donc de pérenniser l'après Cissé Chek, l'après Baguirit. Il a dit tout à l'heure qu'il est issu donc de l'INJS. Il est diplômé d'ailleurs. Diplômé de l'INJS. Et il est recruté par l'INJS parce que ce que nous appelons, avec le Centre national du sport de haut niveau à l'INJS, nous avons ce qu'on appelle le double projet. C'est-à-dire aller à l'école et faire son parcours sportif. Donc après, l'idée c'est qu'après la carrière sportive, les grands champions reviennent à l'INJS, au Centre du sport de haut niveau, pour continuer donc de pouvoir faire bénéficier aux cadets l'expérience qu'ils ont connue. Ah ouais, ça c'est très bien. Chèques, après leur sortie, ont été recrutés au Centre national du sport de haut niveau avec Baguirit et nous les suivons. Après donc leur parcours sportif que nous espérons le plus loin possible, et ils vont revenir en tout cas servir l'INJS qui a été donc un club formateur pour eux également. Et ce n'est pas que le taekwondo que vous avez développé, à part le taekwondo, d'autres disciplines olympiques. Oui, donc, bien sûr. Nous avons au niveau du judo, nous avons l'athlétisme, nous avons la boxe, nous avons la lutte, nous avons le basket, le handball. Aujourd'hui, nous sommes en tout cas, comme nous appelons, une école de champions. Et nous formons en tout cas pour l'ensemble du sport ivoirien, en tout cas des champions capables donc de pouvoir animer la scène sportive nationale et internationale. Et nous avons le projet, comme vous le savez, de la création d'une académie de foot, qui est un projet personnel de son Excellence le Président de la République avec son homologue portugais. Et bientôt, Benfica de Lisbonne sera là pour ouvrir donc cette académie-là qui va comporter 74 jeunes que nous allons prendre à la première édition. Donc, les U14, les U16 et les U20. Et cette sélection ou cette détection va concerner 10 000 jeunes, 5 000 à Abidjan et 5 000 à l'intérieur du pays pour pouvoir donner à notre pays donc, la relève de nos footballeurs. Ah ouais, c'est clair. Alors avec vous, on va aborder à présent le chapitre donc, de l'année académique prochaine. Quelles sont les perspectives de cette année académique? Alors vous savez que notre année académique, elle passait sur la triptyque donc, de l'excellence, la rigueur et le travail. Vous savez que lorsque nous avons pris fonction à la tête de cette institution en décembre 2012, nous avions 367 étudiants. Aujourd'hui, nous comptons près de 7000 étudiants. Et c'est un défi. Et grâce au corps enseignant à qui je voudrais rendre hommage ici, nous essayons d'inculquer à la jeunesse ivoirienne. Vous savez que l'ensemble de nos produits est totalement destiné à la fonction publique. Il n'y a pas de chômage après la formation de l'INJS. Donc, c'est des hommes et des femmes que nous formons au service de la nation pour pouvoir donc animer la fonction publique. Ils sont dans tous les ministères, l'éducation nationale, la fonction publique, l'enseignement technique, la défense, la justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Femme, la Famille et de l'Enfant, le ministère de la Culture, le ministère de Loisirs. Donc vous voyez que quand vous avez tous ces défis à relever, vous êtes obligé de donner à l'administration ivoirienne des hommes et des femmes bien formés, disciplinés, l'esprit civique pour pouvoir donc donner le meilleur d'eux-mêmes pour bâtir notre pays.
Yeah, ouais, c'est clair. Et Habib Sanogo est toujours à la tâche. On va dire qu'est-ce qui fait son secret. Quel est son secret plus précisément? Parce qu'on le voit, hein, toujours en train d'innover avec son équipe pour qu'on ait donc de bons apprenants d'abord, mais qui vont sortir de très bons professeurs pour donner à la Côte d'Ivoire des sportifs de haut niveau. Oui, vous savez, quand vous avez à la tête de votre pays quelqu'un qui a une grande vision, vous êtes tous obligés de vous y faire. Et donc, nous bénéficions donc de cette grande clairvoyance de son excellence le président de la République. Et nous entrons donc dans ces sillons-là. Et avec notre secret, il n'y a pas de secret, c'est le travail. C'est le travail dans la discipline, dans le sérieux. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse éclaireutique. Il faut leur parler un langage vrai. Nous leur disons que la chance qu'ils ont, c'est qu'en sortant, ils ont un emploi au bout de la formation. Donc nous les encadrons, nous leur donnons les valeurs morales qu'il faut, nous leur donnons la formation efficiente qu'il faut, et c'est tout ceci, comme je l'ai dit, avec une équipe autour de nous qui est composée donc de directeurs, d'encadreurs, d'enseignants, de médecins, des éducateurs. Nous faisons en sorte que ces enfants-là soient en de bonnes mains et qu'ils puissent se consacrer à l'essentiel de leur présence à l'INJS, qui est la formation. Alors, je vais vous poser cette question directe. Est-ce qu'il est facile d'intégrer l'INJS? Alors, vous savez que pour intégrer l'INJS, il faut d'abord obtenir le baccalauréat. C'est le premier diplôme. Ensuite, vous présentez au test d'entrée à l'INJS, qui est composé de 2 étapes. Il y a le test d'aptitude physique, qui est différent donc de l'examen médical. Il y a toute une batterie de tests. Et quand vous franchissez cette étape, vous êtes maintenant soumis donc aux tests écrits, aux tests pratiques et aux tests psychiques. Donc vous voyez que l'un dans l'autre, nous mettons tout pour que l'ensemble des étudiants qui franchissent ce cap-là se rendent compte qu'ils sont chanceux de pouvoir faire les métiers du sport. Ah ouais. Et travailler pour le pays. Merci beaucoup à vous, Monsieur Habib Sanogo, directeur général de l'INJS, qui est venu pour naturellement nous présenter l'Institut et parler donc de toutes ces disciplines donc en formation là-bas et surtout insister sur cette piscine qui va donc faire, on dira, redorer le blason et donner encore une fois un coup de pouce donc à la formation au niveau de l'INJS. C'est avec grand plaisir que nous l'avons reçu. Merci à vous d'être passé. Et puis, c'est sûr qu'on ne se verra pas peut-être d'ici les fêtes, mais bon, on vous souhaite en même temps de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Je voudrais également vous remercier et souhaiter de très bonnes fêtes dans la paix, dans la sécurité à l'ensemble des Ivoiriens. Mais surtout, dire aux Ivoiriens qu'à côté de la piscine, il nous restera 2 grandes infrastructures à l'INJS. D'accord, lesquelles? Un amphithéâtre de 500 places et des salles spécialisées pour l'éducation permanente, dans les salles de cuisine, les salles d'art déco, art floral, maçonnerie, ainsi de suite. Donc, je pense qu'avec tout ça, nous aurons atteint toute la... Et vous serez complet. Par la grâce de Dieu, nous serons Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et puis, on voudrait encore une fois dire félicitations à Cissé Cheikh Salah pour sa médaille d'or et très bonnes vacances à lui. Et puis à vous, on se dit à très très vite pour d'autres émissions de sport sur RTI1.